Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis entomologiste à la Société d'histoire naturelle d'Autun. Donc là je viens sur mon temps bénévole. Hein. L'animation des atlas coccinelles et longicornes, c'est du bénévolat. On n'a pas encore de sous pour financer ces belles actions. Voilà, donc moi je m'intéresse aux coléoptères, mais pas seulement, notamment aussi aux myriapodes, aux cloportes. Il y a plein d'autres insectes et autres petites bêtes très intéressantes. Donc voilà, donc je travaille à la Société d'histoire naturelle d'Autun, Observatoire de la faune de Bourgogne, et donc là je vais vous parler des coccinelles et des longicornes, puisqu'il y a 2 projets d'atlas en fait sur ces groupes-là, donc je vais un peu vous en parler. Alors tout d'abord, on l'a évoqué à l'instant, les coccinelles et les longicornes sont des coléoptères. Et donc qu'est-ce qu'un coléoptère ? Première question, c'est un ordre, l'ordre le plus diversifié au monde. Et qu'est-ce qui fait qu'un coléoptère est un coléoptère ? Que quelqu'un a une idée ? Des élytres, effectivement. Donc les élytres, comme on peut le deviner ici, c'est une paire d'ailes protectrices. Donc là, notre beau Lucas le cerf-volant s'est pris sûrement un coup d'oiseau, mais il est toujours debout. Donc une paire d'ailes protectrices qui cache le plus souvent une paire d'ailes qui sert à voler, et ce qui n'est pas toujours le cas, on le verra après. Une photo de Samy et mes amis, qu'on le remercie. Alors les coléoptères, c'est mon dada. C'est l'ordre, comme on dit actuellement, le plus riche et diversifié au monde, avec plus de 350 000 espèces recensées, environ 10 000 en France. Alors on dit actuellement parce que la science avance beaucoup, et notamment les galles et les mines peut-être hébergent beaucoup plus d'espèces qu'on ne le croit. Notamment du coup, les diptères et les hyménoptères pourraient, grâce à la génétique et l'avancée de la science, en fait héberger encore plus d'espèces que les coléoptères. Pour l'instant, on est premier. On l'a dit. Chez les diptères, les cécidomyidés seraient à 300 000. Donc ça, ouais, à terme, on va perdre. Ça se compare pas aux coléoptères, c'est des petites merdes. Bah oui, mais il y a la diversité. Pas tous, mais... Et ce qui est intéressant chez les coléoptères aussi, c'est qu'ils ont un peu envahi, ils sont adaptés à tous les habitats, à tous les milieux. On va avoir des coléoptères aquatiques, donc qui vivent sous l'eau, notamment la larve est complètement aquatique, et l'adulte va vivre sous l'eau, mais peut s'envoler, changer de mare, changer de cours d'eau, et donc choisir la pièce d'eau qui l'intéresse le plus. On a des coléoptères coprophages. Donc là j'ai triché, c'est un prédateur de coléoptères coprophages, donc des espèces spécialisées sur des espèces spécialisées. Donc ça c'est un hystéridé. Donc les hystéridés, c'est encore une famille, c'est tout un monde. Pour chercher telle espèce, il faut chercher vraiment tel endroit. On va chercher un nid d'oiseau pour tamiser le nid d'oiseau pour avoir telle espèce, ou un terrier de blaireau et mettre des pièges dedans. Enfin, on pourra encore en reparler pendant des heures. Donc voilà pour les coléoptères en général. Les coccinelles, quand même. Alors les coccinelles, qu'est-ce que c'est ? En vrai, définir une coccinelle, c'est déjà la question la plus compliquée qu'on a chez les coccinelles. C'est déjà dire pourquoi c'est une coccinelle. Le dire de façon simple et scientifique en même temps. Moi, je suis pas capable de le faire. Et la plupart des ouvrages qui sortent n'arrivent pas en fait à simplement dire pourquoi c'est une coccinelle et pourquoi ça n'en est pas une. Il y a quand même des critères qui reviennent beaucoup. On va avoir la forme arrondie, plus ou moins allongée, des espèces qui sont presque toutes bombées, et souvent, pas toutes, avec des points. Les coccinelles, toutes les larves sont prédatrices, sauf bien sûr quelques exceptions. Et on va avoir du coup une adaptation de l'espèce à sa proie. On va tout de suite casser le mythe, la coccinelle, le nombre de points, vous vous en doutez sûrement, mais n'est pas lié à son âge. Donc cette coccinelle à 7 points n'a pas 7 ans. Et déjà pour une raison toute simple, c'est qu'une coccinelle à l'âge adulte ne change pas de couleur. Elle va avoir sa robe qui ne bougera pas. Donc on a des coccinelles la plus simple, un rouge avec des points noirs, coccinelle à 7 points. On a des coccinelles jaunes à points noirs. Puis je vous ai montré d'autres qui sont encore plus étranges. Par exemple, ici, on a une coccinelle qui fait à peu près 1 ou 2 mm, qui est toute noire et qui est poilue. C'est la tribu des cymninés, donc des toutes petites coccinelles. Et en plus, sinon ce serait pas rigolo, pour les déterminer, il faut les disséquer. Donc il faut trouver une coccinelle qui fait 1 ou 2 mm. Tomber sur un mâle, c'est une femelle, ça marche pas. Et le disséquer pour sortir le pénis, regardez quelle forme a le pénis. Un plaisir. On a quelques exceptions sur les cymninés, des espèces plus faciles à déterminer, comme celle-ci, Clitostetus arcuatus,
qu'on appelle la coccinelle du lierre, mais qui en fait vit sur millepertuis. Sur millepertuis. C'est tout récent, on a découvert ça il y a quelques années. Tout le monde l'a cherché que sur le lierre. On tapait lierre, on l'a trouvé l'hiver, c'est une espèce qui était très rare. Et non, millepertuis GV6, kélidoine, pardon, excusez-moi. Et personne fauchait le kélidoine, l'herbe à verrues, parce que ça salit en plus, donc personne s'y touchait. Puis un jour, quelqu'un s'est motivé à le faire, et il en a trouvé plein. Donc peut-être que c'est pas rare du tout, peut-être qu'on en a partout, mais bon. Donc elle, pareil, elle est toute petite, c'est pour ça que c'est un peu flou, qui fait 1 ou 2 mm, avec une marque de fer à cheval sur le dos. Voilà un peu l'exception dans les toutes petites coccinelles. Voilà, donc on a des grosses espèces de plusieurs millimètres, des toutes petites espèces. On a donc des prédatrices, et on a aussi donc des espèces que je vais vous présenter après, un peu plus originales. Hop. Une coccinelle, en premier stade, quand on parlait de l'âge, ça ressemble à ça, une sorte de petit alien, une sorte de petit monstre. Donc là, les coccinelles plus classiques ont cette forme-là. Donc une larve prédatrice avec donc vu que c'est un insecte, 3 paires de pattes qu'on va déterminer en fait avec ces petits picots et les petites couleurs qu'il y a. Les séminées, puisqu'en plus elles sont compliquées adultes, elles vont être aussi compliquées en forme de larve, elles vont ressembler à ça. Et donc c'est encore moins déterminable, hein. On en voit on est incapable de dire l'espèce, en tout cas à l'heure actuelle. Il faut les élever, il faut réussir à les nourrir déjà. Donc là c'est un exemple, donc on a la larve d'une coccinelle qu'on voit beaucoup, qui est la coccinelle asiatique, Harmonia xyridis. Donc là on va la reconnaître parce qu'elle va avoir ce carré orange avec 4 petits picots ici. Donc la larve est une très grande prédatrice, comme beaucoup de coccinelles, va se nourrir de beaucoup plus de pucerons que l'adulte. Donc quand on insère artificiellement des coccinelles pour chasser les pucerons, on va d'abord mettre des larves, ou alors on met des adultes pour qu'ils pondent et pour qu'il y ait des larves, c'est vraiment ça l'objectif. Sachant qu'elle est tellement larve de la coccinelle asiatique et c'est la meilleure prédatrice qu'on a pour les pucerons, elle va pouvoir aussi manger d'autres petites larves. Donc c'est pas non plus le diable comme on l'a un peu décrit à un moment, la coccinelle asiatique détruit toutes nos coccinelles, mais effectivement il y a des cas de prédation d'une larve de coccinelle asiatique sur d'autres larves de coccinelle asiatique ou d'autres larves d'autres espèces. Une fois qu'elle a assez mangé, une fois qu'elle a grandi, qu'elle a mué, elle va faire donc une pupe, comme on voit ici là, une sorte de chrysalide, comme l'équivalent des papillons, qui va être fixée à son support, et donc à l'intérieur elle va se transformer pour devenir la coccinelle adulte qu'on voit, avec ses couleurs définitives, sa taille définitive. Une coccinelle ne grandit plus. Comme tous les coléoptères, une fois adultes, une fois qu'ils ont des ailes, comme tous les insectes, ça ne bouge plus, ça ne grandit plus. Et la coccinelle asiatique, on peut la reconnaître même à ce stade-là, parce que là, elle laisse ses restes de peau, et il y a des petits picots que les autres espèces n'auront pas. Alors, les coccinelles, donc c'est moi je trouve ça très joli, c'est très coloré. Il y a des espèces donc jaunes, des espèces rouges, des espèces noires. On va en avoir dans plein d'habitats différents. Et pourtant, ce sont des insectes qui ont très peu intéressé les naturalistes. Comparé là, juste là, on fait le tour des quelques collections qu'il y a. On a des papillons à foison, on a là quelques gros coléoptères. Les coccinelles, ça n'intéressait pas. Il y a quelques coléoptères qui ont plus intéressé, notamment les gros carabes très colorés, très brillants. Et là, malgré la couleur, ça n'a pas trop plu. Et ce qui explique qu'on a très peu de données sur ces insectes. Donc moi, quand je suis arrivé en Bourgogne, parce qu'à la base, moi je suis de l'Ouest, je me suis dit, déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on connaît. Où est l'état de la connaissance? Est-ce que déjà, on a une bonne base? Donc j'ai fait une synthèse en 2019 du nombre d'espèces par département. Donc on a quand même des richesses spécifiques pas si ridicules que ça. Donc dans Saône-et-Loire, on a 57 espèces, Côte d'Or 53. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en fait, si on regarde les données récentes, contemporaines, on voit que ça intéresse quand même très peu de monde. On n'avait que 23 espèces de connues de manière contemporaine en Saône-et-Loire. Alors qu'on a du coup environ 70 espèces au total en Bourgogne qui sont connues. Donc c'est ridicule, hein, on peut le dire. On parle de très loin, c'est ridicule. Dans ces 70 espèces, en plus, on a toutes nos toutes petites espèces très dures à déterminer. Et donc là, il y a encore moins de gens qui s'y intéressent parce qu'en collection, c'est moche, hein, faut se le dire. Et les attraits des entomologistes avant, c'était très peu, c'était moins la connaissance que la collection. Ça a évolué maintenant. Il y a de moins en moins, on met moins en moins de papillons en boîte ou même de jolis coléoptères en boîte. Quand on met en collection, c'est pour déterminer, c'est pas juste pour avoir toutes les variations, les nuances. Donc on est passé du côté collectionniste à un côté peut-être plus scientifique. Et donc les coccinelles reviennent là-dessus. Donc on part de loin avec beaucoup de connaissances à actualiser. Le département où il y a le moins de différence, ça va être la Nièvre. Pas parce que je suis dans la Nièvre, donc du coup moi je me suis intéressé dès le début, donc les données étaient toutes récentes.
Donc ça a vite actualisé en fait les deux. Il n'y avait quasiment aucune donnée par exemple historique dans la Nièvre. Alors les coccinelles, donc comme beaucoup de coléoptères, donc il y a plein de sortes différentes. On va voir donc les exotiques. Donc comme on l'a évoqué tout de suite, la coccinelle asiatique qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle fait des grands amas l'hiver dans les maisons. C'est pas la seule coccinelle qui a cette stratégie-là. Il y en a beaucoup qui passent l'hiver en se regroupant, notamment pour se protéger des prédateurs. Les coccinelles sont de couleurs souvent vives pour dire attention, je suis toxique. Mais s'il n'y en a qu'une, un oiseau, un animal quelconque va passer, il va la manger, ça ne va pas le tuer non plus. Quand il y a un tas comme ça, si jamais un animal vient donner un coup de dent et vient en manger plein, là il va vraiment être malade. Donc du coup, instinctivement, il ne va pas le faire. Ça va protéger, on va dire la colonie, mais ce n'est pas des colonies de coccinelles, de façon plus sereine. Donc la coccinelle asiatique fait des grands groupements comme ça l'hiver, assez impressionnants. Et ce qui est très rigolo, c'est pour ça aussi que ça attire le regard du curieux, c'est qu'on a plein de couleurs différentes. Alors là, on le voit peut-être pas très bien, mais là par exemple, on a une noire avec deux points rouges. On a plus classique, donc on a des pâles, des plus rouges, et on a un nombre de points qui divergent entre quelques points, beaucoup. Et donc la coccinelle asiatique a cette particularité d'avoir plein de robes différentes et forcément des nuances entre ces différentes robes. Donc une fois qu'on connaît toutes ces robes, on la reconnaît facilement. Mais au début, on croit qu'on tombe sur 10 espèces de coccinelles, on est super content et il n'y en a qu'une. Ce qui est intéressant quand même dans les maisons, c'est de regarder quand même dans ces tas de coccinelles, parce que nos espèces plus indigènes vont en profiter. Parce qu'elles sont pas, il n'y a pas de raison, et on va trouver d'autres espèces de chez nous qui vont se cacher dans ces amas-là pour profiter de cette protection. Autre espèce exotique, par exemple, ici, Rhizobius forestieri. Donc c'est une coccinelle donc, qui est assez grosse quand même, qui est noire avec des poils, et qui a l'arrière de l'abdomen rouge, et c'est une coccinelle australienne. Pourquoi cette coccinelle australienne est arrivée chez nous? Pourquoi les coccinelles asiatiques sont arrivées chez nous? C'est toujours la même histoire. C'est pas des espèces qui sont introduites accidentellement chez les coccinelles. C'est des espèces qu'on a introduites pour lutter contre un ravageur. Sauf que ce ravageur a été introduit avec une plante qu'on a introduite d'ailleurs. C'est toujours pareil. Là, notre coccinelle, on l'a introduit pour lutter contre une cochenille australienne qui est venue avec des plantes qu'on a importées d'Australie qui nous intéressaient pour l'ornement notamment, étant pour les agrumes. La coccinelle asiatique, si on l'a aussi beaucoup importée, c'est parce que c'était la plus grande prédatrice, plus efficace que nos coccinelles chez nous. Et l'idée donc c'était de la relâcher dans les serres pour manger tous les pucerons. On a failli passer à côté de cette grande invasion spectaculaire, parce que ça c'est une espèce qui il y a quelques années n'existait pas ou était très anecdotique. Le premier atlas qu'on a eu en France, qui est l'atlas de la Manche, l'espèce n'est même pas citée. Aujourd'hui c'est la deuxième espèce la plus commune. Nous en Bourgogne c'est la deuxième espèce la plus notée. Et elle a failli être moins grave que ça, on va dire moins invasive, puisqu'au moment un peu avant qu'elle soit introduite, on travaillait au niveau scientifique à avoir des espèces aptères, donc avec les élytres de protection, mais sans ailes dessous. Ils avaient réussi à en sélectionner sans faire exprès en élevage. Donc l'idée c'était de sélectionner ceux-là pour les relâcher dans les serres, et que du coup il y ait beaucoup moins de capacité d'évasion. On va pas refaire l'histoire, elles se sont échappées, il y en a partout. Maintenant par contre ce sont des espèces naturalisées. Ça ne sert à rien de les écraser parce qu'elles sont exotiques envahissantes. Non, elles font partie de la faune de France, on fait avec. Donc, des espèces exotiques, il y en a encore plein d'autres. Donc c'est la deuxième espèce la plus notée actuellement en Bourgogne. Celle-ci, c'est une des espèces, pas les plus rares, mais qui a été découverte de Bourgogne. On a la première mention qu'il y a 2 ans, dans mon jardin, sur un laurier. Mais ça prouve aussi que si on la cherche un peu ailleurs, on peut la retrouver. L'autre endroit où chercher les coccinelles, c'est dans les résineux. Alors, du coup, les coccinelles donc là, ce sont toutes des prédatrices, les 3, et elles vont se nourrir notamment de pucerons qu'on va trouver que sur les résineux. Donc, en cherchant l'arbre où il y a le puceron, on va trouver les coccinelles. Alors là, il y a des espèces assez communes qu'on va trouver normalement presque partout. Donc, notamment ici, la Exocomus quadripustulatus, qu'on va appeler la coccinelle à virgule, parce qu'elle a la tache rouge ici, est en forme de virgule. Donc, c'est une coccinelle toute noire avec les bords aplatis. Elle, je vais presque dire, dans n'importe quel tuya, on cherche un peu, on va la trouver. Un peu plus rare mais commune aussi, celle-ci, Aphidecta obliterata, la coccinelle de l'épicéa. Pareil, qu'on devrait réussir à trouver partout sur le territoire. Et ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est que vous voyez que là, elle est de couleur crème. Et en fait, il y a 2 robes. Il y a cette robe-là, crème, et une autre robe où elle est noire avec un peu de tache crème. Et selon où on est en France, on ne va pas voir spécialement les mêmes. On a accueilli l'été dernier l'association des coccinelles de France qui sont venus. Et ils voyaient plus l'autre couleur
que celle-ci. Alors que moi, l'autre couleur, je l'ai vue 2-3 fois, assez rarement. Une autre coccinelle ici, donc aussi une harmonia, comme la coccinelle asiatique, mais celle-ci est bien française. Harmonia quadripunctata, où on a l'impression qu'elle a les taches un peu délavées. Donc là, c'est des espèces communes, qu'on devrait trouver sur toutes les mailles, même en conditions urbaines, naturelles, partout. Puis aussi des espèces plus rares. On a ici Anatis ocellata, la plus grosse coccinelle de France, qui va vivre donc dans des résineux, a priori plutôt au sommet, donc des vieux résineux plutôt. On a ici la coccinelle du pin, Mira octodesingutata, qui est en théorie commune dans les pins. Mais on va voir que là, il y a des choses un peu rigolotes. C'est que celle-ci en France, c'est une espèce rare. Vraiment, certains endroits, ça va être une espèce patrimoniale. On va la trouver dans des vieux massifs forestiers de résineux. On dit que c'est quand même un bon indicateur. On tape n'importe quel pin, on va la trouver. Donc moi, je suis arrivé avec ces a priori-là aussi en Bourgogne pour commencer à les rechercher. Donc ma première Anatis ocellata, j'étais fou. Mais en fait, on voit qu'Anatis ocellata, elle n'est pas si rare que ça chez nous. On a quand même 38 communes. Alors, c'est pas étonnant, on a en fait tout le massif du Morvan, où a priori elle va être quand même bien présente. Mais on voit quand même qu'il y a des points un peu autour. Elle n'est pas si rare que ça. Et là où elle est reconnue comme étant liée au résineux, moi je l'ai trouvé par exemple sur un endroit où il n'y avait que des feuillus. Alors est-ce qu'il n'y a pas des choses en région à creuser? Et vous voyez, c'est une coccinelle très belle, quand vous la trouverez, elle est grosse et puis il y a ses points noirs et c'est un petit halo clair autour. Et notre autre coccinelle, qui est censée être très commune, on l'a que 12 communes. Et pourtant, puisque c'est le même habitat, on a tapé les mêmes arbres qu'Anatis ocellata, par exemple, c'est pas un effet qu'on a mal cherché, c'est quand même qu'on la cherche, on devrait la trouver presque systématiquement, on la trouve pas. La première mention nivernaise, par exemple, c'était il y a 2 semaines. Jusqu'à là, je n'étais pas connu de la Nièvre. Et donc là, vraiment, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça pose des questions sur ce qu'on croit de la rareté nationale. Au niveau local, est-ce que c'est le cas? Et donc ça pose... On croit qu'on connaît déjà tout sur cette grosse coccinelle, et déjà, c'est pas le cas. Autre endroit où on va chercher des coccinelles, ça va être dans les herbes. Il y a des espèces qui vont être inféodées plutôt à la strate herbacée. On va avoir notamment celle-ci, coccinula. Cette coccinula, c'est plutôt sur les zones un peu thermophiles, sur les bords de route un peu secs, ou carrément des pelouses, où là, on va la trouver assez vite. Chez nous, on va la trouver assez facilement. Par contre, inversement, moi quand j'étais dans l'ouest, moi j'étais en centre-Bretagne, il fait beaucoup trop froid et humide, on ne l'avait pas du tout. L'espèce la plus commune de la strate herbacée, ça va être celle-ci. Toute petite coccinelle, mais vraiment dans n'importe quel brin d'herbe, vous fauchez un peu, ou l'été vous vous posez pour pique-niquer, vous attendez, vous allez la trouver. Petite aspice, et elle est facile à reconnaître, parce que si vous regardez ici, ces points noirs ils sont fusionnés, ça fait un petit trait. Et il y a une grande suture noire aussi là. Donc celle-ci vraiment, une fois qu'on ne sait pas que c'est une coccinelle, on ne la voit pas, mais quand on commence à la chercher ou à regarder, vous allez la voir partout. On a des coccinelles aussi très spécialisées. Par exemple, on a des coccinelles qui sont liées aux aulnes. Donc on a ici la même espèce, Sospita. Selon le moment de l'année, vous allez la chercher, elle ne va pas avoir la même couleur. Il y a 2 générations dans l'année. Et on a une génération qui va être orange à point blanc et une génération qui va être noire à point jaune. Pour qui, pourquoi? On n'en a aucune idée. Mais c'est super intéressant. Et c'est une espèce qui était inconnue de Bourgogne encore récemment, qu'on a retrouvée il y a quelques temps, et on n'a que quelques stations pour l'instant. Et encore plus rare ici, donc c'est une calvia, qui est connue que d'une seule station pour l'instant en Bourgogne, mais aussi qui n'est inféodée qu'à l'Aulne. Et elle, clairement, en France, on a un enjeu de patrimonialité très fort, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de secteurs où on la connaît bien. Jusque-là, on en trouvait très peu, et on en trouve toujours très peu, et on a appris récemment qu'en fait, sur les aulnes, elle va se mettre sur les branches qui sont au-dessus de l'eau. Alors que nous, instinctivement, on arrive, on ne va pas s'embêter à chercher au-dessus de l'eau, à manquer de tomber dans la rivière. On tapait sur les branches les plus proches et on ne l'avait pas. Peut-être que maintenant qu'on sait ça, en insistant sur ce côté-là, on va l'avoir. Alors pareil, pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'humidité est plus forte? Ou peut-être notre puceron se sent mieux, donc on a plus de prédateurs? On ne sait pas trop. Mais ça, vraiment, c'est des espèces très rares. On avait des données historiques de ces deux-là, mais pas de données contemporaines. Là, je crois qu'il y a 3 ou 4 communes. Celle-ci, donc on n'a que vraiment une coccinelle sur une station pour l'instant. On va avoir des coccinelles qui sont inféodées aux zones humides. Quand je disais que toutes les coccinelles, pour décrire une coccinelle, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une toute petite coccinelle qui fait, sera toute petite, fait 3 mm. Elle est rouge-marron, aucun point.
Plutôt allongée, donc pas ronde comme je disais tout à l'heure, un peu aplatie. Voilà, ça ressemble pas à une coccinelle. Voilà, la première fois que j'en ai trouvé, alors je m'intéressais déjà aux coccinelles, j'ai vu cet insecte-là, ce coléoptère, en fauchant des zones humides. Je l'ai pris en me disant, je sais pas ce que c'est, je regarderai à la loupe, quoi. Puis après que j'ai découvert que c'est une coccinelle. Donc coccinula, la coccidule des marais. On a Hippodamia tredessin punctata, une coccinelle pareil des zones humides un peu plus grosse, celle-ci. Pareil, qui est plutôt considérée comme assez rare. Et finalement, elle est peut-être pas si rare que ça, notamment on la trouve sur les radeaux de Jussy. Un endroit qui n'existait pas avant, nouvel habitat, enfin avant de nos aïeux, de nos ancêtres. Et peut-être que maintenant, si on cherche dans tous les radeaux de Jussy, peut-être qu'on l'a retrouvé, c'est un habitat préférentiel. Une espèce plus commune, donc là une petite espèce, Anisosticta, mais pareil qu'on va trouver que dans les belles zones humides. Donc là, ces trois-là sont deux zones humides, mais on veut dire presque toutes les zones humides, on va les trouver. On ne parle pas forcément de grands marécages, hein, vraiment un tour d'étang avec du jonc. On peut trouver ces trois-là. Mais on a aussi des espèces beaucoup plus rares. Notamment ici, c'est pour vous donner une idée de la taille. Celle-ci là, elle fait la même taille que celle-ci. On a donc celle-là qui n'a pas de tache. Et là on a Coccidula scutellata, donc là on ne voit pas sur la photo, hein, qui a des petites taches noires. Vous voyez la taille de la coccinelle comparée à notre gros anisoptère là. Et donc celle-ci est extrêmement rare. Elle est vraiment liée par contre elle aux très belles zones humides. On a quelques stations quand même en Bourgogne, mine de rien, plus que dans d'autres régions où certains endroits elle est considérée comme disparue. Je crois qu'en Bretagne pour l'instant par exemple ils ne l'ont plus. On a des données historiques, ils sont incapables de la retrouver. Bon, peut-être que depuis il y a eu quelques stations, mais c'est extrêmement rare. Donc très bon bioindicateur. Là on a une autre coccinelle très jolie, Coccinella hieroglyphica, qui va plutôt être liée aux tourbières ou aux landes humides, à Bruyères. Pour l'instant on a 3 communes je crois dans le Morvan. Et j'ai cru qu'elle était facile à trouver, finalement elle l'est peut-être pas. C'est-à-dire qu'une année j'y suis allé, je l'ai trouvée, mais vraiment je fauchais, j'en trouvais 2, 3, facilement. Une année après, l'année dernière, même date, il faisait beaucoup plus sec, impossible de la retrouver. J'ai amené exprès le champ à la station des coccinellistes de France là-bas parce qu'ils étaient tout contents de l'avoir parce que c'est une bête rare. On se dit quitte à l'amener quelque part autant qu'il y ait au moins le petit bonbon quoi. Bah voilà, j'étais comme un con comme on dit, on n'a rien trouvé. Donc une espèce à enjeu, sûrement en fait vu qu'il faisait sec et qu'elle a besoin d'un taux d'humidité suffisant, elle a dû redescendre dans la tourbière ou au pied des bruyères. Et là bon pour prospecter c'est compliqué. Mais donc des espèces rares et qui vont peut-être pouvoir nous servir plus tard sur des listes rouges, des listes déterminantes ZNIEF, comme un vrai indicateur, au-delà juste de faire des listes d'espèces. Et quelques exceptions quand même. On a des coccinelles qui vont se nourrir de champignons. La première jaune que vous avez vue, Psilobora, elle va se nourrir d'obium. Et là on a une coccinelle qui est phytophage, la coccinelle de la brionne, qui donc la larve se nourrit de brionne et l'adulte du coup va se trouver sur les brionnes. Donc une petite coccinelle poilue. Chez nous on n'en a qu'une. Si vous allez dans le sud, il y a deux voire 3 espèces qui sont un peu différentes sur les points notamment, mais faut se méfier. Chez nous vous en voyez une orange comme ça avec des points noirs, notamment la tête orange sur brionne, il n'y a pas de souci. Et qui pareil, dans d'autres endroits en France, elle n'est pas dure à trouver. On cherche la brionne à la bonne période, sur un endroit un peu thermophile, on va en trouver. On pensait que ce serait pareil en Bourgogne, et on gratte, mais elle n'est pas aussi commune que ça. Encore une fois, pour qui, pourquoi, pour l'instant, on ne sait pas trop. Autre coccinelle très intéressante. Alors, comme ça, si on la regarde, elle ressemble beaucoup à la coccinelle à 7 points. En fait, on a une des coccinelles les plus rares de France, qui ressemble à la coccinelle la plus commune de France. C'est pas rigolo. Donc, c'est Coccinella magnifica, qui va vivre en fait avec les fourmis. Donc, le genre Formica, donc sur les dômes de fourmilière, et juste autour. Alors, la théorie, c'est qu'elle arrive à se faire oublier des fourmis, donc elle n'a pas de concurrence. C'est qu'elle s'est adaptée aux fourmis. Les fourmis, pour protéger leurs élevages de pucerons, vont chasser toutes les autres coccinelles et elle va ignorer celle-là. Donc elle, du coup, peut manger les pucerons au nez et à la barbe. A priori, la larve ne se développe pas dans la fourmilière. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver ce phénomène-là. Que beaucoup de coléoptères qui sont liés aux fourmis, c'est parce que la larve vit dans la fourmilière en squattant le gîte et le couvert. Elle, a priori, c'est pas le cas. Alors les différences, la forme est un peu différente. En fait, on a des très grosses taches noires ici. Et le mieux, si vous avez un doute, c'est de la prendre et de la retourner pour regarder sous les pattes les taches blanches. Sous les pattes avant et les pattes médians, il y a des taches blanches et la coccinelle à 7 points n'a pas les mêmes points, les mêmes taches blanches. Mais en vrai, une coccinelle comme ça, rouge avec des gros points, avec des formicas qui traînent autour,
C'est ça. On parle d'une espèce de coccinelle qui est censée être plutôt rare, voire très rare et en régulation partout en France. A priori, en Bourgogne, on s'en tire bien. Alors, comment on les cherche? Parce que c'est bien gentil de vous montrer plein de coccinelles. Moi, le but, c'est d'en trouver le maximum et de mieux les connaître. Déjà, comme je disais, tout bêtement, ouvrir l'œil. À partir du moment où on se dit, je vais chercher des coccinelles, on va les voir. Donc, c'est la toute petite que je vous montrais au début, qui est dans l'herbe, avec les petits points noirs fusionnés là. Vous voyez, c'est pas grand. Mais juste en faisant attention, on va la trouver. Donc, juste un appareil photo ou en faisant attention, on va trouver des coccinelles. Après, il faut aussi chercher un peu. Donc, on ouvre l'œil aussi dans les maisons, on en parlait, dans tout le coccinelle asiatique qui va faire des grands rassemblements comme ça. Puis il faut regarder dedans, il y a d'autres espèces. Là, je crois qu'il y en a une autre, je ne sais plus où elle est. Donc on a notamment la coccinelle rosée qu'on peut avoir ou d'autres espèces, mais juste dans les maisons déjà, on peut les voir et juste les noter, nous ça nous aide à mieux les connaître. Alors le battage, première méthode. Donc le battage, c'est de tendre un drap sous un arbre et taper l'arbre. Hop, je vais ramener mon matériel. Ce qu'on appelle aussi le parapluie japonais. Donc là, c'est un professionnel, entre guillemets, c'est un vrai que j'ai acheté pour. Ça se présente comme ça. Donc c'est juste un drap posé sur un bout de bois. Ça se fabrique avec 3 tasseaux et un vieux bout de drap, qu'importe. Et ça marche même avec un parapluie. À la base, les entomologistes, c'était un parapluie qui retournait, qui posait sous l'arbre et il tapait l'arbre. On va le placer sous l'arbre et puis on va taper avec un bâton. Donc tous nos insectes qui sont accrochés dessus vont tomber sur la nappe. Et vu que la nappe est blanche, on va s'arrêter, on va regarder ce qui tombe. Donc c'est la méthode principale pour obtenir la plupart des espèces, comme on a vu, qui sont liées aux résineux ou même sur les feuillus, pour les faire tomber. Voilà, donc par exemple on peut avoir un Anatis ocellata comme ça. Donc là on voit avec ce que je disais, les petits halos de couleur derrière. Donc on va cibler les différents arbres. Quand on va chercher une zone, on va dire là, je vais taper des résineux, puis je vais taper des feuillus, pour avoir les différentes espèces. Autre méthode, le fauchage. On va avoir ces coccinelles, comme je disais, qui vont être dans la strate herbacée, on ne va pas les avoir au battage, on va les avoir en fauchant la végétation. Donc c'est comme un fil à papillon, sauf qu'il va y avoir une maille beaucoup plus épaisse pour ne pas se prendre dans les ronces, parce que le fil à papillon, vous allez vite fait dans les bruyères comme ça, vous avez vite plus. Et donc voilà, donc tout un groupe d'espèces, notamment ce que je disais, cette petite espèce, la Titaspis, qu'on aura partout en fauchage. Donc là, pour la blague, c'est ici qu'il était censé y avoir coccinella, qu'il y a coccinella hiéroglyphica, la coccinelle des tourbières. Et donc on a insisté, on l'a pas retrouvé. Après, comment les déterminer? Parce que c'est bien gentil de les trouver, il faut leur donner un nom. Alors, il y a une très bonne clé du Nord-Pas-de-Calais qui est trouvable donc sur Internet, donc en téléchargement gratuite avec les espèces et une petite clé. Il y a sinon un site Internet qui est très bien, Nature 22, où ils ont notamment des planches photographiques comme ça, très pratiques pour comparer les coccinelles les unes par rapport aux autres. Et c'était pour l'Atlas des Côtes d'Armor. Hop. Donc l'Atlas, il est trouvable encore sur Internet, et qui présente toutes les espèces, mais bon, pareil, c'est pour les Côtes d'Armor, donc il manque quand même des espèces qu'on a chez nous. Et donc du coup, on a fait un document pour la Bourgogne-Franche-Comté, téléchargeable aussi sur Internet, avec une clé d'identification et des petits indices pour les trouver. Il n'y a pas toutes les coccinelles dedans, il va y avoir que les grosses coccinelles qu'on peut déterminer sur photo. Genre toutes les petites noires poilues, elles vont pas être dedans, parce qu'il faut les collecter, il faut les ramasser. Et là, c'est une littérature plus spécifique. Si vous voulez vous y mettre, je l'ai en PDF, c'est des vieux ouvrages de Gouraud, il n'y a pas de souci. Et dans quelques temps, normalement, on aura une clé d'identification via Biotop, comme vous avez peut-être vu pour les odonates ou les orthoptères, qui est en cours de rédaction. On est en train de tester les clés, qui devraient sortir pour quelque chose de complet. Donc voilà, donc c'est accessible. Il y a des documents pour déterminer, il n'y a plus qu'à. Et puis, je suis aussi présent, n'hésitez pas à envoyer des photos. Alors du coup, on a un projet d'atlas. L'idée actuellement en Bourgogne, on a quand même des atlas pour des groupes très connus, les papillons de jour, très récemment les odonates, où certains d'entre vous ont participé à ces atlas-là. On a des atlas beaucoup plus originaux. On a un atlas des scolites de Bourgogne, qui est la seule région de France où ça existe, qui n'est pas si vieux que ça. On a un atlas beaucoup plus vieux des apions de Bourgogne. Donc on l'a en papier, il faut qu'on arrive à le numériser avant qu'il se perde. Donc au niveau autonome, on a quelques groupes comme ça. Donc là on s'est lancé sur les coccinelles. L'idée, c'est de se concentrer déjà, comme je disais, sur les grosses coccinelles qu'on peut voir sur photo. Les petites noires, on va les laisser de côté pour l'instant, parce qu'on n'aura pas assez de données pour en faire des cartes.
Et ça serait mentir si on mettait des cartes. S'il y a 3 points ici parce que j'habite là, on va dire ah bah du tout, elle est localisée ici, alors que ça se trouve elle est partout. Donc l'idée c'est de construire sur ces espèces-là et d'arriver déjà à savoir quelles sont les espèces qui sont communes, lesquelles ne sont pas. Quand vous voyez des choses qu'on pensait logiques en France, ne sont pas forcément. Et donc pouvoir sortir un peu des premières cartes. Donc là je vous présente la carte à jour, enfin un jour, il y a 2 semaines de l'effort de prospection. L'idée c'est que sur chaque maille on essaie de dépasser les 18 espèces. Sur 70 espèces, bon, c'est jouable. Sur les 70, en fait, il y en a 40 grosses, on va dire. Donc un peu l'objectif. Pourquoi 18 ? Parce qu'au début de l'atlas, avec les premières données, on a regardé lesquelles avaient l'air communes, donc à peu près réparties sur tout le territoire. Donc en fait, on a considéré qu'il y avait 18 espèces qui étaient communes, qu'on pouvait trouver partout. Donc à partir du moment où on a réussi à dépasser ces 18-là, c'est qu'on a au moins ces 18 faciles. Et ça peut aller assez vite. Là, pour illustration, sur la route, j'avais 10 minutes d'avance, je me suis arrêté sur cette maille-là, qui est vide, et je vous ferai passer, j'ai déjà 4 espèces, et je me suis vraiment arrêté que 10 minutes. Sur le bourg de Four, là, je me suis arrêté, j'ai dit bon, je vais trouver un sapin, un résineux. Pas de bol, il n'y avait aucun sapin, j'ai trouvé un tout petit résineux d'ornement haut comme ça que j'ai tapé, et j'ai eu 4 espèces. Donc voilà, ça peut aller vite. Et c'est là que on a besoin de vous. Là, on a donc la maille avec le creusot au milieu. Donc j'ai pris toutes les mailles autour, c'est des mailles 10 par 10. L'idée de faire par maille plutôt que par commune, c'est que ça permet un peu d'homogénéiser et pas avoir l'effet des très grosses communes, et à l'inverse des toutes petites, donc avoir quelque chose un peu plus neutre. On voit quand même qu'on a des très gros efforts, et si on a des mailles qui sont vides, on a les mailles en fait qui sont bien connues, moi j'ai habité là avant, j'ai déménagé ici, typiquement. Voilà, il y a Autun, qui a un prospecteur qui est pas mal là. On a Saulieu, enfin voilà. Mais on a encore du travail. Mine de rien, là on a donc les mailles en jaune. Hop, il y avait la carte. C'est entre 12 et 18 espèces. Donc c'est des mailles déjà donc moyennement prospectées, mais on peut faire mieux. Puis rouge, là vraiment on peut faire mieux. Il y a moins de 6, il y a moins de 5, il y a 5. Il y a moins de 6 espèces. Donc pour illustrer comment on peut participer à cet atlas, comment on peut faire. Nous sur notre site on a cette carte là qui s'actualise toutes les 24 heures. Donc dès que vous saisissez une donnée qu'elle est validée, ça peut changer la couleur de la maille. Et en cliquant sur chaque maille, on sait quelles espèces ont été vues. Donc par exemple, sur notre maille autour du creusot, on a cette maille ici, on a 13 espèces qui sont connues, et dans les espèces communes, il manque tout ça. Donc c'est une grosse liste, on ne va pas s'attaquer à tout ça, on va cibler une espèce. En cherchant une espèce ou un groupe d'espèces sur un habitat, on va en trouver d'autres. C'est un peu l'idée d'avoir des espèces communes à chercher. Et donc là, par exemple, sur cette liste-là, on regarde qu'on a plusieurs espèces qui sont liées aux feuillus, Adalia descent-punctata, la coccinelle à 10 points, Vibidia, qui est celle-ci, une toute petite coccinelle orange avec les points blancs qui font un rond, et 2 Calvia. Donc là, sur cette maille-là, l'idée, c'est qu'on va cibler le battage de feuillus dans un premier temps. Et normalement, très vite, on va devoir avoir ces espèces-là. Sachant que là, les autres espèces, par exemple, Eunopia conglobata ou Propylia, c'est des espèces qui sont le top 5 des espèces les plus communes. On va les avoir un peu partout. Donc on peut tomber dessus en faisant du battage. Autre maille, autre exemple. Là, on est à 16 espèces actuellement. Donc 2 espèces de plus et on passe en vert. Donc là, ça ne demande pas grand-chose. Donc là, par exemple, on peut chercher déjà Enosapilacna argus, qui est la coccinelle de la Brionne. Donc sur cette zone-là, chercher les Brionnes. Et pour trouver notre coccinelle, déjà, une de plus sur les 2 qui nous manquent, ça va aller assez vite. Et puis en cherchant dans la Brionne, on va avoir toutes les espèces de la strate herbacée qu'on peut tomber dessus. Toutes les petites que je vais montrer tout à l'heure. Une autre en jaune. Là, pareil que l'autre, on va avoir des espèces qui sont liées à la strate arborescente, liées aux feuillus. Dans celle-là, la Calvia quatuor descinguntata. Donc elle est couleur un peu caramel, elle n'est pas si orange, un peu caramel, avec les points blancs qui est alignés là, qui est assez commune aussi. Là, on est à 18 espèces, donc c'est pire. Il faut une de plus, c'est bon, ça change. Donc voilà. Là, par exemple, une facile à trouver, Harmonia quadripunctata, qu'on va trouver dans les pins et les résineux, donc celle que je voyais avec les taches délavées là. Donc là, il faut trouver les résineux, il faut aller les taper, quoi. Faut y aller. Et que elle a trouvé, bon. Après, une fois que c'est en vert, on peut essayer de continuer à aller au-dessus, mais au moins on a atteint un des premiers objectifs. Et là, on a, voilà, tout est à faire. Hein. On a 5 espèces, à rechercher une liste longue comme le bras. Donc déjà, juste en cherchant un peu sans prospecter, on pourrait déjà très vite la passer en orange. Mais là, notamment, il y a tout le cortège qu'on peut chercher dès maintenant, qui est le cortège des espèces liées aux résineux, parce que les coccinelles, on va les trouver toute l'année. C'est-à-dire que même l'hiver, on peut aller chercher les coccinelles. Dans les sapins, dans les résineux, mais aussi dans le lierre.
Parce que vu qu'il y a plus d'espace pour se cacher ailleurs, les coccinelles vont tous se regrouper au même endroit. Donc dans le lierre, on va trouver même des espèces qui sont pas liées au lierre, mais vu qu'il n'y a que là qu'elles peuvent se planquer, elles se mettent là pendant l'hiver. Donc là, une espèce très commune, vraiment Exocomus, donc la coccinelle à virgule, là, on voit bien. Celle-ci, on doit l'avoir sur toutes les mailles. Donc elle, vraiment, normalement, le premier tuyat, on tape 2 minutes dessus, elle tombe. Je dis ça, forcément, je l'ai pas eu. J'ai eu une autre, j'en ai eu d'autres, mais j'ai pas eu celle-là. Affidecta obliterata, qu'on voyait tout à l'heure, la coccinelle de l'épicéa. Donc voilà, là, très vite, 5 espèces, bon. Là, s'il avait encore fait beau, je serais allé taper, elle serait passée en orange déjà. Voilà un petit exemple de comment on peut un peu cibler les recherches. Alors voilà pour les coccinelles. Du coup, on pose des questions à la fin ou on pose pendant le... Comment tout Comme tout. Est-ce que vous avez des questions sur les coccinelles, en règle générale? C'est une amie qui m'a posé une question. Elle a été hospitalisée au mois de décembre dans un hôpital de convalescence. Dans sa chambre, quand on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre, elle a été envahie de coccinelles. Ouais. Alors elle se demandait, oui, surtout, mais partout, sur les murs, dans la literie, partout. Sa question c'était comment on peut s'en débarrasser. Voilà. Non, il n'y a pas de répulsif à coccinelle. Non, il faut passer un coup d'aspirateur et vider l'aspirateur dehors dans un tas de bois pour qu'elle revienne. Non, mais vraiment, il n'y a pas de système. Faut vraiment, et puis c'est pas gênant en plus pour elle, même si on veut pas les tuer, c'est pas gênant vraiment de les enlever, de les mettre ailleurs. Mais c'était le lendemain, c'était à sa première. Ah bah, en fait, il faut réussir à les mettre à un endroit où elles vont se cacher là-bas. La chambre était en principe, on pouvait pas. Ah mais ça montre bien que c'est pas si imperméable que ça. Et donc, juste petite actualité toute récente. Donc là, on parle de la Bourgogne, la carte c'est de la Bourgogne. Vous voyez que c'est Bourgogne-Franche-Comté. En fait, on s'est associé avec l'Opis-Franche-Comté, et donc la classe va porter sur toute la région. Il y a beaucoup de travail côté Franche-Comté parce qu'ils se mettaient pas trop au coccinelle, mais ça va être chouette. Après, si vous avez d'autres questions sur les coccinelles, on pourra en revenir après. Et puis je vous montrerai, du coup j'en ai attrapé quelques-unes. Dans le Massif central, une fois je me baladais, je suis en hauteur le volcan là, et il y avait des vols de coccinelles très importants. Et Ouais. il y en avait partout. Mon souvenir, mais c'était il y a longtemps, c'était la coccinelle de 7 points, la classique. Est-ce qu'elle peut être si abondante? Et oui. Et je m'étais fait mordre, ça mord, c'est ça. Il y en avait partout, mais dans la chemise. C'est incroyable. C'est un cas qu'on voit aussi beaucoup sur le littoral en fait. Ah oui. Vu que c'est un prédateur qui va se nourrir d'un ravageur, il y a une année où le ravageur va être très présent. Donc le ravageur va être très très présent, on va avoir des quantités de pucerons, donc les coccinelles vont beaucoup se nourrir, vont beaucoup se reproduire, donc il va y avoir le moment où tous nos adultes vont sortir, notamment vont chercher à se nourrir, il n'y a plus ces proies là, donc là ils vont se déplacer, donc ça fait des nuages de coccinelles, et donc sur le littoral, sur les plages, c'est impressionnant, des fois on envoie des photos sur du varech où il y a plein de coccinelles, et c'est pour ça, parce que l'année d'avant ou 6 mois avant, il y a eu trop de ravageurs. C'est vraiment les courbes qui suivent, comme on peut voir un peu théoriquement sur le lièvre et le lynx, qu'on voyait un peu c'est vu que là, ils répondent en plus pas à une proie, c'est une proie quand elle est là, elle est en quantité, c'est la folie quoi. Et le fait qu'elle morde, en fait, souvent c'est parce qu'elle cherche les sels, et donc c'est quand tu transpires, elles viennent goûter. C'est pas parce qu'elles avaient faim. Ah, c'est un prédateur, mais là, nous manger, il y a du boulot quand même. J'ai une question. Dans les jardins, comment on peut faire pour qu'elles aient des endroits pour rester pendant l'hiver? Un tas de bois. Vraiment le refuge à petite faune parfait, c'est un tas de bois avec du bois où il y a encore des écorces que tu vas tasser, et les coccinelles vont vraiment s'installer typiquement sous les écorces en fait. Elles vont se mettre dessous pour passer l'hiver. Et ça peut être au sol ou bien en hauteur? Non, qu'importe, soit tu fais un tas au sol, alors faut pas qu'il y ait que au ras du sol parce que du coup le taux d'humidité est un peu différent, faut que ça monte un peu quand même, mais ça suffit, il n'y a pas besoin, typiquement les hôtels à insectes c'est une fausse bonne idée. Pour d'autres raisons, mais un tas de bois ça suffit largement. Moi l'hiver quand je prospecte, donc je cherche dans le lierre et j'écorce aussi un peu les arbres ou les choses et on trouve des colonies de coccinelles qui se cachent dessous. Et puis après pour les favoriser au jardin, comme tous les insectes, c'est une mosaïque d'habitat, donc à un endroit avec des herbes folles, ces endroits où il y a les herbes folles, il va toujours y avoir peut-être un peu de pucerons, donc il y aura toujours un peu de coccinelles. Donc le jour où on a une armée de pucerons qui défoncent nos rosiers, les coccinelles débarquent quoi. Reste que sur mes rosiers, il y a des pucerons chaque année en quantité, où à de temps en temps,
une coccinelle. Alors j'ai mon jardin bordélique, il y a des tas de bois, il y a des tas de trucs. Alors la question, qu'est-ce qui régule? Alors de temps en temps il y en a beaucoup, ok. Bon, ça c'est oscillatoire, mais qu'est-ce qui régule ou dérégule les populations? Autrement dit, qu'est-ce qu'ils ont comme prédateurs, ces questions? Là sur les rosiers, typiquement le problème ça va être les fourmis. Les fourmis qui vont venir sur ton rosier pour protéger les pucerons. Et qui vont du coup, dès que la coccinelle va venir pondre ses œufs sur le rosier, les fourmis vont manger les œufs. Ils vont détruire les œufs ou les larves, donc il y en a très peu qui arrivent. Et même si l'adulte va venir de temps en temps boulotter un peu, le principal effet ça va être la larve. Donc vu que les fourmis protègent leurs pucerons, et ben, c'est souvent ça sur les rosiers le problème. Donc les fourmis attaquent les œufs et éventuellement les larves? Ouais, bah, c'est mou. Tout ce qui est mou, la fourmi elle va le déboîter. Bon. Le problème c'est les fourmis. C'est pas pour ça qu'il faut empoisonner les fourmis avec des... Bah non. Un des inconvénients d'utiliser des produits à l'extérieur, à l'intérieur, mais à l'extérieur des produits pour tuer les fourmis, c'est que on peut tuer des torcoles par exemple, des oiseaux qui se nourrissent de fourmis. Quand on a la chance d'avoir des torcoles, c'est pas éviter. Et du coup, pour faire mon lobbying coccinelle jusqu'au bout, vous pourrez repartir si vous le souhaitez avec cette très belle affiche de coccinelle qu'ont fait nos collègues du Grand Ouest. Il y a un atlas du massif armoricain en cours, donc ils ont fait on parlait de l'orne tout à l'heure, c'est cette même dynamique-là. Donc ils ont fait une affiche sur les coccinelles. Donc là, toutes les espèces dessus, on les a chez nous, mais inversement, on a des espèces qui n'ont pas encore. Donc j'en ai ramené plein, donc vous pourrez partir avec jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc on a les coccinelles, donc c'est une dynamique que j'ai lancée en arrivant. Et au début, moi j'ai hésité entre deux groupes en fait. J'ai hésité entre les coccinelles, que j'aime beaucoup, et les longicornes. Les longicornes, je vais vous les présenter. Et pour commencer à savoir lequel j'allais faire, j'avais lancé une petite enquête justement de battage. J'avais dit aux gens, prenez un drap, allez taper votre arbre, et regardez ce qu'il y a. Donc les coccinelles, ça avait bien marché. Je me sentais plus d'aller sur les coccinelles, parce que les longicornes, c'est un groupe un peu plus grand. Et l'autre personne ressource qu'on avait en Bourgogne à l'époque, que j'avais contacté, qui est Roger Vincent, que vous connaissez peut-être au moins de nom. Feu Roger Vincent, du coup, était malade et m'a dit texto quand je lui ai envoyé un mail en disant bah voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour lancer un atlas régional? C'est bien assez connu les longicornes, te fais pas chier avec ça, intéresse-toi plutôt au staphylin qu'on voyait tout à l'heure. Donc, les longicornes. Alors qu'est-ce qu'un longicorne? Là, c'est déjà plus facile que la coccinelle à décrire. Longicorne, longue-corne, en fait, quasiment toutes les espèces ont des très longues antennes. Donc après, on est quand même sur un coléoptère, donc avec des élytres, des ailes renforcées. Il y a toutes les tailles, il y a du très petit, du très gros. Mais vraiment, cette caractéristique de très longues antennes, donc il y a d'autres familles qui ont des longues antennes, mais une fois qu'on l'a dans l'œil, ça rentre bien. Donc là, c'est Cerambyx scopoli, le petit capricorne. Le longicorne, la larve est pas très aimée, car ce sont des larves saprophyliques, donc ils se nourrissent de bois mort. On va revenir dessus. Donc la larve, elle sent pas grand chose. Hein. C'est une sorte de ver blanc comme ça. Donc on la reconnaît parce qu'elle a une toute petite tête en fait. La tête est ici, elle est devant. Comparé à d'autres larves d'autres coléoptères qui vont avoir une plus grosse tête. Donc c'est assez caractéristique. Et donc la larve va se développer souvent dans le bois mort. Certaines larves, on va le voir, vont se nourrir de graminées ou d'autres plantes, mais va avoir une vie comme ça. Et donc en fonction certaines espèces vont être habituées à certaines essences, et il y en a quelques espèces très rares au final qui peuvent s'attaquer au bois œuvré et qui peuvent faire des dégâts dans les charpentes. Mais au final, c'est le longicorne qui cache tous les autres. Les longicornes, c'est déjà un ordre qui a beaucoup plus de succès. Comme je disais, il y a des grosses espèces, il y a des colorés en plus, donc il y a quand même des gens qui les ont collectés et qui les ont collectionnés partout en France. Nous en région, on a quand même de la chance, on a un atlas de Saône-et-Loire, donc ce que je disais fait par Roger Vincent, donc je ne l'ai pas ramené parce que j'ai le dernier exemplaire en fait qui m'a envoyé à noter. Donc on a quand même une base de connaissances là-dessus. On a eu un atlas dans le 21, un atlas qui n'a été que sur internet. La personne a dû déménager, a arrêté, enfin on n'a plus de contact, et le site a été clôturé parce qu'il a arrêté de payer son domaine. Donc on a failli perdre toutes ces données-là. Coup de bol, quelques-uns l'avaient imprimé, ça a été renumérisé. Donc on a déjà donc 2 départements qui sont plus ou moins connus, on va dire, parce que c'est pas en plus des dynamiques d'atlas. À l'époque, c'était beaucoup une personne qui faisait ses recherches et qui avait son petit réseau d'amis.
Alors que là, maintenant, aujourd'hui, on essaie d'avoir un plus grand réseau possible, plus de données. Enfin, Internet aide beaucoup à ça, c'est d'avoir un réseau et un faisceau de données. Mais on a déjà une belle base de connaissances, surtout des données historiques qu'on n'a pas pour les coccinelles. C'est-à-dire que là, je vous montrerai après, il y a des espèces, on a des données de l'entre-deux-guerres. Donc on sait qu'elles étaient là à une époque, on les trouve plus aujourd'hui, mais du coup on sait qu'il y a une régression. Donc ça c'est super intéressant. Et on a eu récemment l'Atlas préliminaire national des longicornes qui est sorti. Donc je l'ai amené là si vous voulez regarder tout à l'heure. Qui est disponible en ligne gratuitement en téléchargement. Et donc, alors le petit souci qu'il y a, c'est que c'est bien préliminaire. Pareil, ils n'ont pas contacté toutes les structures pour avoir les données. Typiquement, nous à la SHNA, on avait quand même un jeu de données assez impressionnant. Enfin impressionnant. Conséquent, qu'ils ne nous ont pas pris, ils nous ont pas contacté, ils n'ont pris que ce qui était en ligne un peu sur l'INPN notamment. Donc pour nous, il y a des gros trous. Clairement la Bourgogne, des fois, c'est pas connu de Bourgogne. On dit bah si elle est commune, on l'a. Bon, mais c'est quand même une très bonne base. On sait à peu près la répartition française, on connaît un peu l'écologie. Donc ça c'est top. Et autre chose qu'on n'a pas pour les coccinelles, c'est qu'on a une faune de France actualisée. Donc c'est un gros bouquin, ça en plus c'est une réactualisation, on a déjà une autre faune de France. Donc là c'est Berger qui reprend l'élevage de Villiers. Donc on a toutes les espèces de France avec comment les déterminer, leur biologie, enfin c'est très très poussé. Ça vous l'avez pas en ligne gratuitement par contre. Mais voilà, donc on a une socle de connaissances sur les longicornes qui est beaucoup plus poussée que les coccinelles. Donc moi je trouve ça un peu dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux longicornes et pas aux coccinelles? Et c'est encore pire, hein. Moi, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux papillons de jour et aux libellules et pas aux autres insectes? C'est encore un autre débat. Bon, je reviendrai une autre fois vous parler des mille-pattes et des cloportes, mais c'est bien pire. Nous voilà, on a un ordre quand même qui a du succès, qui est plutôt bien connu, il y a encore plein de choses à découvrir, hein, comparé à d'autres groupes. On parle des oiseaux, les oiseaux sont quand même très très bien connus. Nous il y a des espèces encore, on les redécouvre. On a environ 250 espèces en France et environ 150 en Bourgogne. Alors 150 quand on prend champ historique et contemporain, il y a peut-être des espèces qui ont disparu, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Donc ça fait 2 fois plus d'espèces que les coccinelles. Et pourtant on a beaucoup moins de données. Voilà pourquoi. Chez les longicornes, on a des espèces qui sont protégées. Pareil, c'est un autre intérêt. Vu qu'on les connaît bien, on sait lesquelles il faut protéger. Là, Rosalina alpina, la Rosalie des Alpes. Peut-être le plus beau longicorne de France. Après, c'est chez tous les goûts, mais. Donc, bleu, comme ça, avec des taches noires, un bleu un peu ardoise. Il y en a en Saône-et-Loire, il y en a pas partout en Bourgogne, mais on a quand même plusieurs endroits où elle est. Actuellement, elle est inconnue de la Nièvre, notamment. Mais c'est une bête à chercher, et puis ça, c'est une bête, en plus, on a beaucoup de mal sur beaucoup d'espèces, quand les gens nous donnent des données, à dire, est-ce qu'on la valide ou on la valide pas. Là, j'ai vu un insecte bleu avec des taches noires, avec des grandes antennes, ça peut être que ça. Donc la Rosalie des Alpes, qui n'est pas que dans les Alpes. Avant, on pensait qu'elle était que dans les traits. En fait, elle est aussi en ripisylve, notamment. Autre espèce protégée, Cérambix cerdo, le grand capricorne, alors qui est en forte régression, parce que on détruit de plus en plus son habitat, qui chez nous va être en fait les grands chênes centenaires qu'on va avoir dans les prairies. Soit on en garde quelques-uns comme ça, des reliques un peu d'un autre temps. Et quand on veut faire du maïs ou quand on veut tout retourner, c'est embêtant, donc on les retire, et puis notre joli grand capricorne saute avec. Donc là, c'est le cas. Là, par exemple, c'est l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui m'a fait intervenir sur une parcelle où il y en avait une dizaine de couchés pour constater qu'il y avait bien des grands capricornes dedans. Donc espèce protégée, et qui du coup, en la protégeant, on protège, en tout cas on essaye de protéger, les chênes séculaires, et donc on protège plein d'autres insectes, plein d'autres animaux avec. On protège cet arbre-là, et donc du coup il va y avoir des oiseaux, des chauves-souris, des insectes qui ne sont pas protégés, qu'on va protéger grâce à lui. Donc il a un peu un rôle qu'on dit d'espèce parapluie. Chez nous, pas de souci, pour l'instant on n'a que le Cérambix cerdo. Si vous allez dans le sud, il y a 2 autres Cérambix qui ressemblent beaucoup, Miles et Vélenzi. Mais pour l'instant en Bourgogne-Franche-Comté, on n'a pas de souci. Comme je vous disais, on a des espèces indésirables. Voilà le capricorne des maisons, Ilotrupes bajulus, qui lui pouvait faire des dégâts dans les bois œuvrés. Maintenant, les bois, le traitement qu'on met dans le bois fait qu'il y a très peu de chances qu'il y arrive. Donc, c'est plus la calamité que c'était, mais c'était lui un peu le diable. Et qui nous pose aussi beaucoup de soucis maintenant, parce que vu qu'il y a une espèce qui est considérée comme dangereuse, et les gens, quand ils voient un longicorne, c'est tout de suite ma charpente, elle est foutue, quoi.
Et les dératiseurs, des insectiseurs, je veux beaucoup là-dessus. Ah bah oui, c'est un longicorne, faut traiter tout. Alors qu'il n'y a qu'une espèce et c'est pas du tout celle qui est en photo. Typiquement, le premier que je vous montrais, le petit capricorne, et que les gens voient, ils disent ah là là. Et puis ils font leur blé là-dessus. Enfin bref, c'est un autre débat. Et lui, au final, qui est assez rare, on n'a pas tant de données que ça. Là, lui, il a été trouvé au pied d'une éolienne, par exemple. Donc pas du tout de charpente dans le coin. Une autre espèce indésirable, parce qu'on a ce cas-là beaucoup avec les longicornes, c'est avec les espèces exotiques, et là qui viennent pas parce qu'on les a amenées. Les coccinelles, c'est des espèces qu'on amène pour nous aider. Les longicornes, c'est des espèces qui viennent avec du bois de l'étranger et qui parfois s'installent. Là, on a le capricorne asiatique. Donc là, la photo a été prise à Shanghai, qui sont avec des espèces en collection. Et on voit qu'il y a deux données en France. Donc là, c'est à Gien, où il y a une vraie population, enfin il y avait une vraie population. Et donc là, ils l'ont trouvé vite. Donc il y avait un vrai plan de bataille, mais enfin c'est la guerre pour s'en débarrasser, avec des cercles concentriques. Dès qu'un arbre était infesté, on abattait tous les arbres autour, puis on surveillait tous les ans. Et a priori, ils ont réussi à l'arrêter. On a une donnée en Côte d'Or. Va falloir y retourner, parce que c'est une donnée, c'est quelqu'un qu'on a trouvé un par terre. Ça s'arrêtait là, donnée saisie, et personne, j'ai l'impression, de se poser d'autres questions. Et sauf s'il y en avait un par terre, c'est qu'il y en a sûrement d'autres à côté. Enfin, moi je trouve ça bizarre que personne ne se soit inquiété, mais on va voir. Et puis on a aussi une autre donnée par ici, je crois que c'est venu, c'est pareil, c'est avec du bois d'import justement qui est arrivé par la mer, et ça a été réglé. Ça c'est un exemple d'une espèce, il y a une grosse vigilance partout en France, notamment dans les ports. On met des pièges pour capturer les longicornes, pour les attraper tout de suite. Et pour que si une espèce qu'on attrape, on ait tout de suite la vigilance. À telle espèce, on sait que dans son pays d'origine, elle mange ça. On va regarder tout autour du port, on va aller vérifier ces arbres-là. Mais sinon, c'est une belle bête, ça c'est gros, c'est joli. Moi j'aimerais bien la voir, mais bon. Et pourquoi elle est indésirable? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très polyphage, donc elle va attaquer beaucoup d'arbres et elle tue les arbres très vite. Donc du coup, la différence de beaucoup, on va voir après, de beaucoup de longicornes qui sont assez sélectifs, elle va taper dans tout. Et elle va attaquer les arbres vivants. Donc elle va avoir un vrai dégât. Alors sur les charpentes non, mais sur le reste de la biodiversité, l'impact est fort. On a très peu d'espèces comme ça. Les pièges, ils sont sur quel principe? Alors je vais vous montrer après, souvent. Alors dans les ports, c'est des pièges attractifs, mais des sortes de grands pièges avec des vitres et avec un liquide, notamment soit des pièges à bière, soit à l'alcool en fait, qui vont attirer les. Notamment on met du xylène dedans, donc ça a une odeur de bois mort, donc ça les attire. Et sinon l'autre piège, c'est juste des pièges à vide, donc des grandes vitres qui fait que quand l'insecte vole, il tape dedans et il tombe au fond. Mais une fois qu'on sait quelle espèce c'est, on a des pièges attractifs, des fois aussi aux phéromones, mais c'est encore autre chose. Donc nous, il faut qu'on soit vigilant là-dessus quand même, c'est ça que je vous la montre. C'est que vous voyez, il y a une donnée en Côte d'Or qui est peut-être anecdotique, une donnée à Gien, enfin voilà, on est quand même au final dans la zone où l'espèce est la mieux connue. Surveiller un lieu, Il y a quand même un gros réseau de vigilance. Typiquement, tous les agents ONF sont formés à reconnaître cette bête-là. Mais effectivement, je pense qu'on passe très vite à côté. Et le problème aussi, c'est que même si c'est une grosse espèce, le temps qu'on se rende compte qu'elle est là, c'est peut-être trop tard, quoi. Donc, on voit le cas sur beaucoup d'espèces invasives. Le frelon asiatique, si on avait agi tout de suite, on serait peut-être pas là. Donc là, ils ont vraiment une grosse vigilance pour agir au plus vite. Les longicornes, il y a des espèces qui sont à très faible mobilité. C'est pour ça qu'elles ont un enjeu de patrimonialité qui sont rares et qui disparaissent. Par exemple, ici on a Ramnusium bicolore. Alors là, forcément, l'individu porte mal son nom parce qu'il est tout rouge. Mais en théorie, il a deux couleurs. Il est rouge et ici, il est vert-bleu, un peu foncé. Et donc là, on est sur une allée, un parking en fait avec des arbres. L'espèce n'est présente que dans une cavité. Et j'ai fait les 20 arbres qui ont tous des cavités, qui ont toutes l'air super chouettes. Je suis allé à l'échelle, chercher un tout. Non, il a décidé, je vis là, dans ce trou-là. Bon, du coup, le monsieur le maire était content parce que du coup, il gardait cet arbre-là, il sauvait l'espèce et il pouvait couper les autres sans que ça y ait de soucis. Mais c'est des trucs qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que juste cet arbre-là, il a un accident, il est coupé, l'espèce disparaît de la commune. Enfin, il y a peut-être d'autres arbres qu'on a loupés plus loin, mais sur la station, on a beau chercher, il y a des conditions d'humidité, d'exposition au vent, au soleil, qui sont très précises pour lui. Et là, ça, c'est une espèce qui n'est pas protégée. Alors que du coup, il est beaucoup plus rare que notre rosalie des Alpes ou notre grand capricorne. Et du coup, il a une capacité de dispersion très faible. C'est un peu la même écologie, le même principe que le pic-prune, que vous connaissez peut-être plus. Pareil, le pic-prune, il va vivre dans sa cavité, il a une capacité de dispersion très rare. En fait, il y a quelques individus qui vont se motiver à aller voir une autre cavité à côté,
Il faut qu'ils se motivent à aller voir la cavité, que la cavité soit intéressante, et qu'ils soient au moins 2 pour se reproduire et pondre dedans. Donc en termes de protection, c'est des gros enjeux. Donc il y a ceux qui se déplacent peu, donc qui ont trouvé leur trou. Donc lui il vit dans les cavités avec du terreau. Il n'est pas très difficile sur l'arbre. Au début on croyait qu'il était lié plutôt au marronnier. Et en fait on le trouve dans d'autres arbres. Effectivement c'est pas du marronnier, c'était du tilleul de tête. Mais vraiment, une fois qu'on l'a trouvé dans une cavité, il faut protéger l'arbre, quoi. Et vu qu'il bouge pas beaucoup, c'est plus dur à trouver. Là, je l'ai pris en photo, il est là. Hein. Et je l'ai vu qu'au dernier moment, alors qu'il est rouge vif, mais d'en bas, faut pas être daltonien, hein, rouge sur le vert, on le voit pas. Et j'avais trouvé, en fait, je sais qu'il était parce que j'ai trouvé des élytres dedans, et j'ai eu le coup de bol de trouver un adulte. Autre espèce à faible mobilité, les Ibérodorcadions. Alors vous voyez, c'est assez gros quand même. Hein. Bon là, c'est un petit. Enfin, vous voyez le doigt, c'est pas tout petit non plus. Et eux, ils sont aptères, c'est-à-dire qu'ils n'ont donc pas d'ailes qui leur permettent de voler. C'est des espèces qui vont être liées plutôt aux pelouses et aux prairies sèches. Et donc typiquement, si notre pelouse est retournée pour faire je ne sais quoi, par exemple de la vigne, lui il est foutu. La larve vit dans le sol, se nourrit de graminées. Vous retournez tout, il va disparaître. Et il a une très faible capacité de dispersion et donc de recolonisation. Et ça, typiquement, donc il y a 2 espèces, Fuliginator et Molitor. Fuliginator, il était connu qu'historiquement, on n'avait que des données de l'entre-deux-guerres dans le Val-de-Loire. Donc moi j'avais des données dans une collection à Pouilly-sur-Loire, il y avait des données du côté de Nevers. Et pour tout le monde, il était disparu. Fin de l'histoire, aucune raison. Et un naturaliste l'a retrouvé suite à des crues en bord de Loire. En fait, la crue avait dû faire remonter des individus qui devaient se noyer, qui les a retrouvés en haut des brins d'herbe. Donc finalement, l'espèce est là. Donc maintenant, il faut qu'on le recherche pour voir où il est. Mais jusque-là, il était passé inaperçu, quoi. On a presque passé un siècle sans en voir. Donc là, dans le coin, donc c'est Molitor que vous allez avoir, qu'on va pouvoir trouver sur les pelouses. On va chercher sous les cailloux, en mêle. Et justement, vu qu'il est très fragile, lui, il peut attirer les collectionneurs. Lui, sur photo, on le détermine, donc pas besoin de le ramasser. Toujours aussi, moi, je ramasse les insectes quand il faut les déterminer, quand il faut aller sous la loupe, hein, quand il faut disséquer votre petite coccinelle, il n'y a pas le choix. Par un longicorne comme ça, une photo suffit, donc on ne va pas aller l'embêter. Ou à la rigueur, on en prend peut-être un parce qu'il y a d'autres espèces proches, pour au moins en avoir un si jamais un jour on a un doute, mais pas plus. Dans les autres espèces à faible mobilité qu'on va avoir en forêt, il y a ça, Lamia textor et Morimus asper, donc le Lamy tisserand. Donc les différences, ça va être la longueur des antennes entre les deux. Très longue ou plus courte. Ici, c'est rigolo, Morimus asper, vous l'avez dans presque toutes les mailles autour du creusot. Alors que c'est une espèce rare. Sauf qu'on est sur une grosse espèce, comme ça, donc ça se voit bien. En plus, elle est aptère. Donc quand vous la trouvez, tant qu'elle parte, c'est le temps de l'attraper. Ce qui est intéressant, voilà la carte nationale, Lamia textor, donc qui est plutôt liée un peu plus au boisement humide. En Franche-Comté, ils en ont plein. Une banalité. Nous, on en a un peu plus, hein, mais on a vraiment quelques données. Nous, c'est la bête qui est rare dans les deux. Et inversement, la Morimus asper, en fait, nous, on a plus de données que ça. Le Morvan et tout là, on en a plein. Et Franche-Comté, on a peut-être 1 ou 2 données maintenant. Donc du coup, c'est ça qui est assez rigolo aussi, c'est que là maintenant, on va faire un atlas Bourgogne-Franche-Comté, et selon où on est, moi on me dit Morimus asper, je fais confiance assez vite, et eux c'est l'inverse. Ils disent Morimus asper, oula, t'as dû te tromper sur les antennes, montre une photo, vérifie tout. Alors, par contre, on me dit Lamia textor, je dis ah non, montre la photo parce que je pense que tu t'es trompé. Et un coup sur 2, les gens se sont trompés. Et donc des espèces à fort enjeu, justement parce que vu qu'elles sont aptères, pareil, elles vont être là, donc elles sont dans notre grand massif forestier. Mais si donc l'autre espèce qui est un peu plus liée au boisement humide, bah, vous faites une coupe à blanc, bah, il ne peut pas aller se décoller pour aller dans l'autre boisement qui n'était pas très loin pour revenir dans 10 ans. Il est condamné. Fin. Encore plus que beaucoup d'espèces de longicornes, la larve vit dans le bois mort. Il faut que le bois mort reste sur place. Et c'est pas une année. Certaines espèces c'est une année, mais souvent c'est 2, 3, 7, 10 ans. Donc il faut que le bois mort reste sur place et soit protégé. Donc c'est des espèces qui ont besoin de temps. On va avoir des espèces inféodées, comme je disais, à certaines espèces. J'ai quelques exemples. Comme Saperda punctata, qui est très joli, hein, vert avec des points noirs, qu'on va trouver que sur l'orme. Vraiment inféodé à une espèce. Trouver des ormes. Trouver des ormes. Et c'est horrible, hein. Mais pour eux, vivent la graphiose, parce qu'ils sont dans les ormes dépérissants. Donc avec la graphiose, lui, il explose. On en trouve de plus en plus. Mais bon, à long terme, ça va pas marcher leur affaire.
Une autre espèce, donc beaucoup plus petite, elle qu'on peut trouver sur tous les noisettiers. Donc toute noire, comme ça, avec des petites pattes rouges. Et vu qu'elle est plus petite, elle est beaucoup moins notée. Donc actuellement, elle peut être considérée comme assez rare, mais je pense que si on creuse, on la trouvera. Donc là, on est sur des arbres. On a des espèces aussi qui sont liées à des... Enfin, pas à du ligneux. Par exemple, l'aiguille de la vipérine, Ophidia corylescens, qu'on va trouver sur les vipérines. Donc on avait mené une petite enquête, en finale, on la trouve... Je pense un peu partout en Bourgogne. Encore faut-il trouver des vipérines, mais même sur le bord de la route. Hein. C'est pas des façons des belles prairies. Pour qu'on mène l'enquête, moi je m'arrêtais un peu à l'arrache. Je fauchais mon bord de route et j'avais ce petit longicorne bleu-gris là, très joli. Et encore une autre espèce, un peu pareil. Photo de Patrice. Oberea erythrocéphala qu'on a trouvé sur Euphorbe. Actuellement, de manière contemporaine, n'est connu que d'un point, qu'en bord de Loire. Mais en fait, on a des données historiques sur d'autres Euphorbes ailleurs en Bourgogne. Donc, si vous avez des spots à Euphorbes, n'hésitez pas à les chercher en juillet. Donc, très joli, une tête toute rouge comme ça, et qui va être liée qu'à cette plante-là. Donc, la larve, là, du coup, a un cycle de vie beaucoup plus court, en fait. Ah, à côté des chenilles aussi. Sa larve, lui, va vivre dans dans le collet et la racine de l'Euphorbe et la vise dedans. C'est pas lui. Donc, c'est justement, juste pour revenir, ça c'est très intéressant parce que vu qu'on a des données historiques, on sait dans les vieux atlas qu'on a des données pareilles d'il y a 50, 100, un siècle, où il y a des endroits où on le trouvait, enfin les anciens disaient rare mais commun par endroit. Vraiment quand il était là, on y allait, on le trouvait quoi. Donc c'est rigolo parce que souvent c'est les mêmes endroits. Vu qu'il y avait quelqu'un qui l'avait trouvé en collection, l'autre personne venait de l'année d'après pile au même endroit pour l'avoir s'il en voulait dans sa boîte. Et donc tu as la même commune où tu as 10 personnes différentes qui sont passées sur 5 ans différents. Mais voilà. Comment les chercher? Un peu comme les coccinelles, donc comment on va les rechercher? Déjà tout bêtement, il faut prospecter les fleurs. Alors là, hop, il y en a un juste là. Fritupella maculata. Sinon dans les grandes fleurs, on va avoir des tout petits, là, des Gramoptera. Ou typiquement tout ce qui est embellifère. Les angéliques, les sureaux. Vous allez à la bonne période, vous regardez dessus, vous allez en voir des longicornes dessus. Donc, il y a toutes ces espèces floricoles. Autre méthode, donc comme les coccinelles, le battage. Donc là par exemple vous avez un petit parmena, hop. Donc en fait on va taper là, on va cibler donc soit les fleurs qui sont dessus, on va taper dessus, on va les faire tomber, soit les branches un peu dépérissantes, vu que l'adulte va chercher à venir pondre dedans, et ben on va trouver des espèces. Ça par exemple c'est parmena, c'est une espèce qui est aussi aptère, qui va plutôt marcher du coup sur les branches, et on a très peu de données de ça. Donc pareil, des espèces sur résineux, du coup vu qu'ils sont inféodés aux arbres, on va chercher sur tel arbre, telle espèce. Le fauchage est aussi pratiqué. On a quelques espèces, du coup, comme on disait, qui sont liées plutôt aux graminées. Notamment, on a Calimidium, Phylum, qui en fait va s'allonger le long de la tige et va tendre ses antennes comme ça pour ne pas être vu. Il se met dans le long de la graminée comme ça. Et lui, on va l'avoir dès qu'une prairie ou une pelouse un peu sèche avec des hautes herbes, on peut le trouver. Donc pareil, on fauche la végétation. Mais lui, si on fauche pas, il a beau être commun, on le voit pas. Moi, je le trouve parce que je le fais tomber, mais à regarder à vue, il bouge pas, il est immobile. Pas confondre. Non, lui, quand on le trouve, il est tout petit, tout fin comme ça, il n'y a que lui. Sinon, donc il y a l'élevage. L'idée, c'est qu'on sait qu'ils sont dans le bois mort, donc on va trouver du bois mort, une essence en particulier, qui a l'air attaqué ou un peu dépérissant, qu'on va couper et mettre en boîte. Et on va attendre que l'arbre fasse son cycle pour en sortir. Alors là c'est un exemple, bon là c'était pas pour du longicorne, c'est pour des buprestes, mais il y a une espèce qui vit dans le gui, donc j'ai trouvé un arbre avec du gui, je l'ai mis dans ma boîte, j'ai refermé, et donc du coup on met qu'un seul trou avec de la lumière, ce qui fait que quand l'adulte sort il va chercher la lumière, et donc il va venir tomber dans ma bouteille, et là je vois ce que c'est, je le ramasse. Et donc là typiquement, c'est aussi maintenant plus on connaît l'écologie, plus on se rend compte que les espèces sont pas forcément rares. Là le petit bupreste qui vit là-dedans, jusqu'à encore récemment, on pensait que c'était une rareté. On a très peu de données en France. Enfin, vraiment, on se dit c'est une bête extrêmement rare. Puis il y a un débile un jour qui a mis du gui dans une boîte et qui s'est rendu compte que ça vivait dans le gui et que maintenant qu'on sait comment le chercher, alors il n'est pas non plus très commun, mais on le trouve beaucoup plus facilement. Alors ça, c'est quand on est entomologiste, c'est qu'on veut entasser des boîtes dans son salon. Mais sinon, tout simplement, votre boîte de chauffage. Vous rentrez du bois l'hiver, ça chauffe, donc la larve continue de se développer et les longicornes vont sortir. Là, on a un petit Pyridium sanguineum qui est tout rouge, qui a un aspect un peu velours. Et lui, typiquement, les données qu'on a le plus, c'est dans la maison, en sortant du bois de chauffage. L'autre
autre chose qui marche bien, c'est ce qu'on appelle le piégeage, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on a notre piège, donc ça s'appelle un piège polytrape. En fait, là, on ne devine pas très bien, mais c'est des plaques de plexiglas en croix. Ce qui fait que nos coléoptères, ils volent, ils se tapent dedans et ils tombent dedans. Et là, on a un liquide collecteur. Ça permet, selon la hauteur, maintenant, d'avoir des espèces qui, en fait, ne vivent qu'à la frondaison des arbres. Donc, pareil, qu'on ne voyait jamais. Puis un jour, maintenant qu'on a ce piège-là, je me dis, bah tiens, je vais le mettre tout en haut. Puis on trouve des espèces, en fait, qu'on croyait disparues ou très rares. Là, par exemple, ça nous a permis de redécouvrir cette espèce-là. Forcément, j'ai un trou dans le nom, mais qui n'était pas connue de lanière et qui n'est pas spécialement rare à la base. J'ai plus le nom. Je ne sais pas le recevoir bien. Mais voilà, donc en fait, on combine ça. Enfin, ça, j'ai pas envie de dire, c'est du travail professionnel, parce que pour là, il faut acheter un piège, il faut l'installer. Moi, je vais en mettre un dans mon jardin parce que j'en ai qui traînent dans le garage, mais tout le monde ne va pas aller piéger ces arbres comme ça. Pareil, donc comment les déterminer? On a donc la grosse faune de France que je vous ai montrée, mais surtout, on a une super planche photo avec les petits critères dessous qui vont bien pour toutes les espèces de Franche-Comté. En Bourgogne, il y a peut-être, on n'a pas beaucoup d'espèces de différence. Ça se joue à 2 ou 3 espèces, et c'est 2 ou 3 espèces qu'on n'a pas revues depuis un siècle. Donc, bon, au pire, quand vous allez bloquer dessus, on trouvera ce que c'est. Mais en libre téléchargement, donc faut pas, ça rend presque le groupe. Enfin, c'est un groupe du coup qui devient assez, je dirais pas facile, mais abordable. Sur photo, on peut déterminer, à part toujours 2-3 exceptions, mais la majorité, il n'y a pas besoin de prélever. Et donc c'est fait par l'Opti Franche-Comté, donc trouvable sur internet. Et donc comme les coccinelles, on part dans un atlas maintenant des longicornes de Bourgogne-Franche-Comté. Là c'est l'inverse, c'est en Franche-Comté ils avaient déjà fait un atlas il y a quelques années, et ils ont voulu refaire un nouvel atlas. Et donc quand ils sont venus nous dire on pourrait pas faire les coccinelles comme vous, j'ai dit moi je veux bien, mais on fait les longicornes aussi. Donc là on parle un peu plus loin. On voit quand même qu'on a des gros trous. C'est à nuancer du coup pour la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, parce que j'ai pas encore saisi justement les 2 atlas que je vous ai montrés. Même s'il y a beaucoup de données très anciennes, du coup, qui vont pas faire des données contemporaines, ça va quand même aider un peu. On est sur 15 espèces pour que ça devienne vert, enfin plus de 15 espèces pour que ça devienne vert. Et là vous n'êtes pas bon là. Là il y a du boulot chez vous. Donc l'idée, donc là ça va pas être de chercher par maille, je vais vous montrer les espèces communes qui sont un peu inconnues de toute la zone. Donc on a quand même une exception, une maille où il y a 16 espèces, mais même sur ces espèces, il y a des trucs très très communs. Là je vous présenterai après, c'est Nopterus rufus. Ça c'est un des longicornes, c'est dans les 10 longicornes les plus communs, donc 10 sur 150. Dès que vous trouverez typiquement, pas une angélique, mais des carottes sauvages. Même pas les berces, comment ça s'appelle? L'achillée, pardon, achillée millefeuille. Vous en trouvez une, je suis sûr que vous l'avez dessus, quoi. J'exagère, mais. Donc même sur 16 espèces, donc des espèces très communes, donc ça montre bien qu'on peut monter assez vite. Mais sur le reste, on a 5 espèces communes à rechercher sur cet ensemble-là. Alors j'ai dû mettre des photos après. Ouais. Par exemple, du coup, il y a Agapanthia villosoviridescens. En fait, c'est une agapanthe, ça c'est grand comme ça, c'est un gros longicorne quand même, avec les antennes, et qui va être sur le chardon. Donc vous trouvez une prairie un peu humide avec des chardons qui poussent, et vous regardez sur la tige, vous allez le trouver posé dessus. Elle bouge pas, vous le trouvez mais pas et presque systématiquement. C'est pas une espèce, enfin vraiment, il y a plus de chances de pas la trouver que de la trouver. On voit déjà ce que vous cherchez, parce qu'elle est assez jolie, les couleurs un peu bleutées, un peu jaunes. Et surtout, il faut regarder les antennes. Vous voyez que les antennes sont noires et bleues. Si jamais vous trouvez le même avec les antennes roses, prenez en photo. C'est Agapanthia dali, une autre espèce qui est beaucoup plus rare. Voilà, donc là sur les 9 mailles, elle manque de 7 mailles. Donc vraiment, faut y aller. Stenopterus rufus manque de 9 mailles, c'est ce que je vous évoquais. Inconfondable, un peu rayé de noir, comme ça, avec les pattes rouges, les élytres aussi un peu rouges. Et ça, c'est un des longicornes les plus communs. C'est choquant presque de ne pas l'avoir encore dans le coin. Et ça, je suis sûr que même sur vos anciennes photos que vous travaillez sur votre ordinateur, on gratte un peu, vous allez le trouver. Voilà, donc sur Achillée, j'ai un peu tout. Il mime un hyménoptère il y a beaucoup, il y a pas tout un groupe de longicornes comme ça qui ressemblent à des hyménos. Est-ce que c'est de l'évolution, est-ce qu'on peut dire qu'il le mime? Je suis pas sûr, mais il a les mêmes caractères. Ouais. Mais oui. Mais on a tout un groupe comme ça qui ressemble beaucoup aux hyménos. Lui, je sais pas trop. Stenurella melanura, pareil, qu'on va trouver sur les ombellifères. Et donc là, le problème, c'est qu'il faut trouver une femelle. Là, on a le mâle,
et en fait il va ressembler à d'autres espèces. Mais la femelle elle est typique, donc avec les élytres un peu rouges comme ça, une grande bande noire sombre. Donc il faut trouver une femelle à prendre en photo. Pareil, elle manque de 7 mailles, celle-là, on la trouve partout. Une autre espèce qui manque de toutes les mailles, très commune, qu'on va retrouver sur toutes les fleurs, c'est Stenurella nigra. Là, il faut juste faire attention, en fait, il y a deux espèces qui sont toutes noires comme ça. Il y en a une qui va avoir l'abdomen rouge, donc nigra, et l'autre qui va avoir l'abdomen noir, Leptura etiops, qui est un peu plus rare, mais qu'on peut aussi trouver. Il faut juste avoir le réflexe, toujours ça, quoi photographier, c'est quand vous la trouvez, prendre au moins une photo sur le côté, ou même le prendre entre vos doigts, c'est pas dangereux. Prenez en photo le dessous, comme ça on est sûr de ce que c'est. Voilà une autre espèce donc, qui manque de 8 mailles, voilà, donc, qui est toute rouge comme ça, avec le bout ici qui est un peu noir et les pattes noires. Ce qui est important chez les longicornes, qu'il faut qu'on voit, c'est les élytres et les pattes. En fait, on a souvent des critères sur la couleur des pattes et des antennes. Et du coup, ça veut dire qu'une photo de dessus, même pas forcément une belle photo macro, hein, une photo juste nette de dessus, la plupart du temps, on arrive à l'espèce. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc 2 atlas des coléoptères en cours. Fin des prospections pour les coccinelles 2024 pour une publication en 2025. Longicorne, fin en 2025 pour une publication en 2026. Ben, j'attends vos données. Pour partager vos données, on a le site internet où nous on peut saisir en ligne, je ne sais pas s'il y en a qui le font, hein, en mettant des photos. Si vous ne maîtrisez pas ou que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez m'envoyer directement les photos ou vos données par mail, par là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur les longicornes et ou encore les coccinelles. Est-ce qu'il y a une période plus facilement observable? Ouais. Alors, justement, j'ai oublié de le dire, du coup les coccinelles on les trouve toute l'année, eux, vraiment même l'hiver. Les longicornes, il y a des exceptions, mais ça va vraiment être le printemps, début d'été. Donc mai, juin, juillet, on va dire, où là on va avoir beaucoup d'espèces et on va vraiment les chercher, et après on n'en trouvera plus. Et le matin, soir, non, qu'importe. En fait, il faut juste faire attention, c'est que plus il fait chaud, plus ils vont être actifs. Ça veut dire qu'il y a plus de chances, et ça arrive souvent, que quand on fait du battage, ils tombent sur la nappe et ils décollent, et ils partent. Donc typiquement l'été dernier, sur les coups de midi, ça ne va rien les chercher, parce que même si on les trouvait, ils se barraient, on n'avait pas le temps de les regarder. Donc il vaut mieux faire ça en matinée par exemple, ou en soirée. Et il y a des espèces qui vont être crépusculaires. Le grand capricorne par exemple, on va plutôt le voir adulte en début de soirée. Donc j'ai des affiches de coccinelles si vous voulez. Et j'ai aussi quelques coccinelles du coup pour vous illustrer que j'ai trouvé en 10 minutes à four et que vous allez regarder, il y a toutes petites espèces, donc n'hésitez pas. Merci.